Bonjour à tous et à toutes, je suis Jules Chou, chargé des sensibilisations au handicap dans l'association Green Act. Pour ce podcast, je serai accompagné d'Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Nous tenons dès à présent à remercier l'école de design de Nantes qui nous permet d'enregistrer dans ses locaux et ainsi de vous présenter un enregistrement de qualité. Alors merci à l'école de design de Nantes. Ce podcast est réalisé dans le cadre des projets Solitudiants dont fait partie les sensibilisations au handicap. Vous écoutez d'ailleurs peut-être ce podcast puisque vous avez suivi une sensibilisation, auquel cas bienvenue. Sinon, on vous invite à nous contacter pour pouvoir participer à des séances de sensibilisation d'1 heure à 1 heure et demie. En plus de ces actions de sensibilisation, nous proposons le challenge Solitudiant qui est un concours national qui met en relation les étudiants et les structures adaptées et protégées sur des projets concrets et communs. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par ces projets, mais là n'est pas le sujet. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, avant que toi Clara vienne nous parler de ton parcours, je te propose un petit jeu. Je suis allé chercher 4 informations d'actualité plus ou moins récentes et j'en ai détourné une. Est-ce que tu sauras la retrouver ? La première, pour la première fois, Disney a attribué un rôle majeur à un acteur atteint de trisomie 21. La deuxième, en avril 2023, l'événement Battle for a regroupé des streamers autour d'une collecte qui a collecté plus de 400 000 € de dons en faveur du handicap. La troisième info, le rapport annuel d'activité 2022 du Défenseur des droits indique que pour la 6e année consécutive, le handicap se situe en tête des discriminations. Et enfin, la quatrième information, en France, une start-up a mis en vente le 16 avril une technologie qui permet de transformer la vue en toucher et qui réussit à rendre la vue aux aveugles. Laquelle de ces informations est fausse ? Je dirais la dernière, la start-up. La start-up te semble fausse ? Pour les reprendre dans l'ordre, la première c'est l'acteur Noah Matthew Matowski, désolé si je le prononce mal, qui est âgé de 15 ans et qui est atteint de trisomie 21, qui a été choisi pour incarner la plume, qui est le chef des garçons perdus vivant avec Peter Pan au pays imaginaire. Donc c'était une vraie information. La deuxième information, ce sont au total 402 611 € qui ont été récoltés pour Handicap International France et Première de Cordée, qui sont 2 associations qui tournent autour des valeurs du handicap. Donc c'était également une vraie information. La troisième, c'est également une vraie information que tu as juste, c'est la quatrième information qui est fausse. 20% des réclamations reçues pour discrimination concernaient des discriminations en raison du handicap. La dernière information, elle est fausse, mais en même temps elle est un peu vraie, et c'est ça qui est cool. Dans les faits, le produit est encore en développement en fait. Okay. Il réussit à changer l'image en toucher, et donc permet effectivement à des personnes aveugles de voir. Comment ça marche, c'est assez compliqué à expliquer. Dans l'idée, c'est une ceinture avec plein de petits pics qui vont être actionnés et qui vont permettre de visualiser l'environnement qui est devant la personne. Okay. Les tests ont commencé par être faits sur des jeux vidéo par des personnes aveugles et des personnes dotées de la vue en fait tout simplement. Une fois que ces tests ont donné de bons résultats, ils sont passés par l'extérieur, des déplacements en extérieur, jusqu'à aller à la conduite de véhicules. Donc des personnes aveugles réussissaient à conduire une voiture. Je l'ai vu ça, oui. Bravo. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube sur la chaîne Underscore qui est intitulée L'Apple Watch du futur sera radicalement différente ou directement sur le site, donc c'est Arta France. Quoi qu'il en soit, le dispositif est prévu pour fin 2023, début 2024, en sortie sur le marché pour 3 000 €. C'est une somme, mais par rapport aux certaines offres qui existent déjà, c'est même en dessous du marché de ce qui se fait en fait. Donc c'est quand même une super annonce, c'est pas encore sorti, mais c'est en marche de se faire. Et ben voilà, du coup bravo, tu as trouvé la fake news effectivement. On est là pour parler de tous les sujets du handicap, des discriminations, on l'a vu, c'est pour la 6e année consécutive, donc la discrimination qui se retrouve en tête. Et donc, je te laisse la parole, à toi de nous parler de toi. Est-ce que tu peux déjà te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans. Je suis nantaise depuis 3 ans. Je suis ingénieure en génie civil. Et aujourd'hui, j'entreprends dans le milieu de l'habitat. Voilà. Ok, c'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu ton parcours, par exemple ? Du coup, j'ai fait le choix avec la question de Stella de ne pas me présenter de par mon handicap parce que je considère qu'il ne me représente pas. Mais néanmoins, c'est une situation qui existe depuis ma naissance.
Donc je suis bénévole au sein de Green Act depuis peut-être 2 ans, je dirais. Ouais, j'allais dire 2-3 ans. Je donne régulièrement de sensibilisation dans des écoles à Nantes, quand je peux me déplacer. C'est comme ça que je partage mon témoignage de vie à des étudiants, voire à des professeurs. Moi, j'ai un handicap moteur de naissance, qui est une lésion cérébrale et donc qui influe sur mes capacités motrices en termes de coordination, d'élocution, de tonus musculaire. Et donc ça, c'est un peu le résumé des capacités fonctionnelles qui sont altérées. Mais il y a aussi, il faut considérer tout l'impact que ça a dans ma vie et dans l'environnement de vie dans lequel j'évolue. Et donc, en l'occurrence, le handicap, en tout cas le mien aujourd'hui, influe beaucoup dans des milieux au sein de mon logement. Premièrement, c'est vraiment là où il est le plus présent, je trouve, parce que j'ai pas encore élaboré, trouvé les bonnes stratégies, en tout cas trouvé les aménagements adéquats. Ensuite, il influe forcément sur la mobilité. Je me déplace essentiellement à pied ou à vélo, mais en vélo adapté. Donc, en fait, c'est trouver des solutions pour adapter le quotidien et influer favorablement sur mes déplacements, ce qui me permet, en fait, de me sociabiliser, ce qui est hyper important, Carrément. Évidemment. Et donc, il influe également sur l'emploi, pour trouver un emploi adapté. J'ai oublié une autre chose. Avant l'emploi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une vie sociable et notamment d'avoir une vie culturelle ou une vie sportive adaptée. Et donc là aussi, c'est trouver des clubs qui sont accueillants, qui ont des pratiques diversifiées et qui puissent me permettre d'intégrer une activité et un cercle social adapté. Et donc enfin, évidemment, l'emploi, qui est aussi également un gros sujet de vie en tout cas, parce que c'est ma volonté d'aller vers l'emploi. C'est un obstacle aujourd'hui d'être en situation de handicap, en tout cas je le perçois comme ça, parce que notre société n'est pas encore adaptée, il n'y a pas encore de solutions qui sont véritablement identifiées aujourd'hui. Donc il y a des efforts en fait sur tous les points que j'ai mentionnés, il y a des efforts à faire. Moi, j'ai choisi par l'entrepreneuriat d'agir sur la partie habitat, parce que je considère que c'est ce qui m'empêche le plus de sortir à l'extérieur et de me sociabiliser. Et donc voilà. Et en quoi, du coup, l'habitat est un frein ? Et c'est en termes d'usage, de pratique, en fait. Les pratiques d'usage relatives à l'habitat, ça va être par exemple déjà de trouver un logement à Nantes. C'est quelque chose. Déjà Voilà, déjà, quand on n'a pas d'handicap, c'est quelque chose. Mais du coup, en fait, moi, j'ai des critères qui sont... Déjà, j'ai des critères, alors que notre personne ne va pas forcément en avoir. Les miens, c'est pas que je suis exigeante, c'est pas que je suis une personne exigeante, mais j'ai des besoins primaires à résoudre qui sont plus évidents. Et donc, par exemple, c'est... d'avoir un logement ne serait-ce que bien aménagé. Mais bien aménagé, ça veut dire bien rénové, s'il n'est pas neuf. C'est juste du bon sens. Et c'est là-dessus qu'il y a des besoins pour influencer les politiques publiques, pour qu'il y ait plus de mise en place d'actions, en tout cas favorables. Donc dans le logement, les points clés, ça va être la cuisine et la salle de bain. Exemple. Ça, j'aime bien dire cet exemple-là. Je fais beaucoup de sport. Ça m'aide personnellement en termes de santé mentale et ne serait-ce que pour impulser des mouvements volontaires. Donc, je fais régulièrement du vélo. J'ai même fait un tour de Bretagne à vélo toute seule. Je suis partie 3 mois. Il m'est rien arrivé en 3 mois. Je suis rentrée chez moi et bam, je me suis éclatée dans ma baignoire. En fait, j'ai chuté. Et donc, des fois, en fait, mon logement est plus dangereux qu'être dehors sur la route, sur une route nationale avec un vélo atypique à 3 roues, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet ? C'est arrivé un peu comme ça dans ma tête. J'avais envie de partir et je ne savais pas
pas vraiment pourquoi avant de le faire. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai compris pourquoi je suis partie. En fait, j'ai fui. J'ai fui une société qui n'est pas adaptée. Et j'ai fui vraiment la ville. J'avais un besoin d'aller me sociabiliser, d'aller faire des rencontres, d'aller prendre de l'espoir. Et donc, j'ai eu ce besoin de partir avec le vélo. Et cette image, elle est hyper représentative des efforts que je dois fournir au quotidien et qu'on doit fournir au quotidien quand on a un handicap dans notre société, c'est de s'adapter. Et clairement, moi, je suis dans beaucoup de sujets, je suis dans la suradaptation. Et cette aventure-là, elle permet en fait de rendre compte de la suradaptation des personnes. Parce que forcément, ça a été dur, ce Tour de Bretagne. Mais est-ce que c'était plus dur que de vivre dans un appartement pas adapté, où les déplacements sont compliqués, ou de trouver un emploi, c'est la croix et la bannière? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'était plus simple de faire ce Tour de Bretagne-là. J'ai été accueillie par plein de monde. J'ai eu tellement d'encouragement. J'étais suivie sur les réseaux sociaux par mes proches qui ont beaucoup partagé cette aventure. Mais sur la route, c'était incroyable. Je croisais des véhicules qui sortaient le pouce et me félicitaient juste de voir ce rêve possible. Et en fait, ce rêve, il a été possible parce que j'ai mis en œuvre aussi de chercher assez rapidement un vélo adapté. C'était quelque chose de... À 27 ans, j'ai acquis mon premier vélo. Et ça, c'est quelque chose où mon vélo, il s'appelle Porco. Je lui ai donné un nom parce que mon vélo, c'est vraiment mon aide technique au quotidien. C'est presque une aide humaine. Il me permet vraiment de sortir, d'aller voir des amis sans trop me fatiguer. Il me permet d'aller à mes rendez-vous. Tout en ayant ce côté activité physique qui est hyper important pour pouvoir se retrouver soi. En tout cas, moi, le sport est vraiment un vecteur d'épanouissement pour vraiment me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit. Justement, il me semble qu'il y avait un autre exemple. Donc là, tu as fait ce tour de vélo en Bretagne, absolument fabuleux. Et tu avais fait un autre... tu as participé à un autre défi sportif auparavant? Ouais, alors, comme je dis, le sport est hyper important pour moi. J'ai une pratique qui est adaptée, que j'essaye d'adapter à mes limites et que j'adapte avec les années. Et sincèrement, moi, je vous recommande d'essayer de tester des choses qui, pour vous aider à trouver qu'est-ce qui compte pour vous. Parce que moi, forcément, j'ai ma pratique. J'ai pas envie que tout le monde se dise « Ah bah tiens, Clara fait des courses comme ça. Waouh, mais c'est énorme. Est-ce que moi, il faut que je fasse pareil qu'elle ?» J'ai envie de plutôt partager le fait que c'est hyper important d'avoir ses propres pratiques, ses propres moyens de rendre visibles ses combats. Et en fait, il faut parfois prendre du recul sur la société, sur les fonctionnements, les codes sociaux, et trouver des moyens de faire parler, pas de soi, mais juste montrer, rendre visible ce qui ne l'est pas. Et certes, c'est un effort à faire, mais quand je vois, moi régulièrement et encore maintenant, j'apprends à parler de ma situation de handicap, en tout cas je sais en parler, mais j'apprends à mon entourage à être à l'écoute de ce qui me convient ou pas, tout en étant moi à l'écoute de ce qui leur convient ou non. L'idée, c'est d'être dans le partage et dans l'échange pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres et apprendre toujours de la différence. Donc forcément, j'ai un palmarès qui pourrait étonner plus d'un, mais à contrario, c'est un palmarès qui est adapté à moi, à mes envies. Typiquement, j'ai fait il y a quelques jours le marathon de Nantes en relais. C'était 9 bornes sous la pluie, mais sincèrement, moi je trouvais ça dingue. Il y avait plein d'encouragements, il y avait plein de gens qui étaient là. Et ça m'a fait tellement du bien parce que parfois, je le cache pas, il y a des moments
on me voit souvent à l'extérieur avec le sourire, mais il y a des moments où le moral est moins présent. C'est normal, je reste humaine. Et quand je vois tous les efforts qu'il faut faire pour beaucoup de choses, bah voilà, quand je vais courir un relais en mixité, handi-valide en plus, moi j'ai adoré. C'était vraiment l'image du sport que j'aime, l'image qui n'est pas forcément dédiée à la performance, mais qui est dédiée au partage, à l'échange, pour ce relais-là, on a eu des enjeux très spécifiques à faire pour se retrouver dans le relais. Et moi, j'étais en binôme. Mais c'était drôle parce que du coup, on avait une gestion de course qui était propre à nos limites, quoi. Et ça rendait l'expérience et l'aventure partagée. Parce que du coup, j'ai partagé le fait que moi, j'avais besoin de courir avec un binôme sur cette course-là. Et du coup, on s'est arrangé pour faire ça. Ma binôme était consciente de ça. Je lui ai exposé mes limites, mes besoins. Elle en était consciente. Elle a exposé les siens également, mais elle a aussi considéré qu'elle pouvait s'adapter à mes limites. Ce qui a permis, en fait, de faire un super binôme. Et en fait, c'est ça, c'est comment trouver un équilibre entre l'adaptation pour tous. Et on est tous capables de s'adapter, mais la suradaptation, c'est quelque chose il faut vraiment y faire attention. Je trouve, moi en tout cas, j'ai été longtemps en suradaptation. Ça m'a épuisée, physiquement et moralement surtout. Et c'est même le corps qui rappelle à l'esprit. Les limites, quoi. Ça a des limites. Et qu'est-ce que tu conseilles pour qu'on puisse s'adapter et adapter sereinement, sans prise de tête, sans en faire trop. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que je conseille, c'est de communiquer. C'est d'exprimer, oser s'exprimer. Et c'est assez universel pour moi. Oser être à l'écoute, demander à une personne comment je peux être utile. Parfois, elle ne va pas forcément le savoir elle-même. Comment je peux être aidée. Mais juste être à l'écoute de la personne, de ses besoins, de ses envies, de ses malheurs. Et trouver comment lui apporter parfois un espoir, un second souffle. Par le rire, par la bonne humeur, il y a plein de choses à faire. Après, il faut apprendre à se connaître. Moi, je suis quelqu'un, j'adore rigoler. Moi, on me fait une blague, une bonne blague, ça y est, je suis partie. J'ai oublié tous mes malheurs de la journée. Ça, c'est fou. J'ai aussi cette sensibilité-là que j'ai la chance d'avoir. Voilà. Donc, communiquer, quoi. Communiquer à fond. Communiquer, exprimer ses limites. Les respecter aussi, respecter son corps. En tout cas, je trouve ça important. Et là, du coup, on s'adresse... Donc, tu as parlé du côté travail, du côté habitation. Là, on s'adresse à des étudiants aussi. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'étudiante? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu as dit que tu avais fait... t'es ingénieur en génie civil, donc on imagine le parcours que tu as fait. Mais voilà, comment ça a procédé? Et puis... qu'est-ce que tu as fait en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Rouen. J'étais pas de la région à la base. Et j'ai fait un parcours en scolarité aménagée. Les écoles d'ingénieurs classiques, c'est 5 ans. Moi, j'étais en prépa intégrée. J'ai fait l'INSA. Et donc, j'étais en scolarité aménagée. La prépa, je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2. En fait, j'avais moins de cours à la semaine et c'était plus étalé dans le temps. Mais le problème que ça posait, c'était que du coup, j'étais amenée à changer de promotion. Et ça, c'est quelque chose que je n'appréciais pas. En fait, du coup, j'ai fait le diplôme en 7 ans. En 7 ans, j'ai fait 3 promotions différentes. Donc, à chaque fois... C'est pas comme un redoublement, mais c'est toujours devoir se réintégrer à une promo qui se connaît déjà. Être le nouvel élément qui arrive. Et d'ailleurs, on sait pas trop. En plus, Clara, elle est en situation de handicap. Mince, c'est quand même un sujet un peu sensible. Donc, c'était toujours à moi d'aller vers les autres dans ce cas-là. Et donc, il y avait cette notion de faire un double effort, de m'intégrer tout le temps, de sensibiliser les professeurs, beaucoup, l'administration,
Sincèrement, j'ai des études... C'était un réel parcours du combattant. Sincèrement. Je ne sais pas si je les referais. Si, vraiment, c'était très très dur. Ça m'a forgé... je pense que ça m'a beaucoup... Je dirais pas que ça m'a forgé du caractère parce que j'avais quand même un esprit de volonté assez fort. Mais surtout, je me suis brûlée des ailes. Je me suis confrontée. Après, ça dépend de chacun, de chaque vécu, de chaque école. Je pense que le sujet du handicap évolue. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je témoigne, que je vais en parler dans des écoles. Je trouve que c'est un sujet central. Mais néanmoins, je pense que j'ai quelques conseils que je peux partager, notamment le fait de bien s'entourer. Ça, c'est important, de trouver les camarades qui nous prennent un peu sous leurs ailes ou avec qui on est plus amis. Et de se serrer les coudes vraiment. Alors après, je veux dire quelque chose... Moi, j'ai pas hésité quand vraiment je voyais que ma limite allait en pâtir. C'est-à-dire que certains... le corps pédagogique, à un moment donné, a cru savoir ce qui était le mieux pour moi. Et je n'étais pas d'accord avec cette décision de toujours être en scolarité aménagée. Et à un moment donné, j'ai souhaité refuser cet aménagement-là. Et donc là, c'était un début de conflit avec le corps administratif et enseignant. Et en fait, j'ai maintenu ma position parce que pour moi, c'était... j'avais envie de tester et j'avais envie de finir ces études-là. 7 ans d'études, c'est beaucoup. Surtout quand on se voit toujours un peu à la traîne, les autres se font diplômer, etc. Mais le sujet des études est vraiment central. L'accès aux études... malheureusement, je trouve qu'il y a... de toute façon, il y a toujours des efforts à faire. Ça, c'est sûr. Mais il y a des améliorations marquantes avec l'apparition des référents handicap dans toutes les structures maintenant. Il ne faut pas hésiter à en parler, à dire vos difficultés. Et surtout, un conseil, parce que moi, à un moment donné, on m'a fait comprendre que c'était moi le problème. Et ce n'est pas vous le problème. C'est sincèrement... Enfin, ça, c'était un peu compliqué à vivre. Tu m'étonnes. Mais ce n'est pas vous. En fait, j'ai juste envie de partager un peu... pour moi, ce qui est important, c'est en partageant mon parcours, c'est de montrer que c'est possible de faire son propre chemin en fonction de ses limites et de les respecter. Et surtout de faire respecter ses propres valeurs. Si moi, je décide que j'ai pas envie de telle situation, c'est mon parcours, c'est mon chemin de vie. Et c'est à moi de décider, pas à d'autres. Voilà. Donc toi, ton adaptation, c'était notamment donc, de faire les cours sur une durée plus longue qu'initialement. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets d'adaptation ? Il peut y en avoir plein. Il y en a que j'ai proposés. Il y en a qui ont été mis plus ou moins d'office. Il y a le tiers-temps qui est très connu. Ouais, le fameux tiers-temps même. Le fameux tiers-temps. Qui est souvent utilisé en... Ouais, et puis qui est un sujet de plein d'adaptations possibles. Parce que le tiers-temps, s'il se fait en milieu séparé ou pas, s'il se fait... alors que les étudiants sont encore dans la salle et qui partent, il y a des sujets autour de la concentration. Il y a plein de mises en place possibles. Et le mieux, c'est quand même d'être dans une salle séparée. Si tant est que parfois, on n'a pas les bonnes consignes, s'il y a un changement dans... Ça arrivait. Bon, voilà, il n'y a pas de solution. En fait, il faut apprendre à relativiser. Il n'y a pas de solution parfaite. Et du coup, ça, t'en as parlé, j'imagine, avec le corps enseignant, de toi, les adaptations que tu voyais. Moi, j'étais force de proposition. Ouais. Parce que j'ai un tempérament aussi comme ça. J'aime bien aussi pousser les lignes. Mais puis, t'es la mieux placée pour savoir ce qui te correspond aussi. Voilà, exactement. Puis, j'aime bien tester, expérimenter. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'avais pas envie que ce soit forcément que moi qui m'adapte. Et ce soit aussi l'inverse qui se fasse. Et en proposant des solutions autres, c'est aussi une manière de faire passer le message que c'est un retour, en fait. Je m'adapte, mais
À l'inverse, en Tu face, t'adaptes aussi. d'autres doivent s'adapter à moi. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que j'ai un exemple? Je te prends un peu de cours là. J'ai un exemple quand même, c'est moi, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais un auxiliaire de vie sociale, je crois qu'on dit, qui prenait mes notes et qui m'aidait à prendre les notes. À partir des classes supérieures, j'en avais plus. Oui. Et du coup, on a mis en place, on a fait une demande pour mettre en place le système de preneur de notes. C'est-à-dire que c'est un étudiant qui est rémunéré pour photocopier ses notes. Donc c'est moi qui le choisis en fonction de son écriture, etc. Et lui, il est rémunéré pour prendre ses notes. Et à l'époque, dans mon école, on ne rémunérait pas ce genre de mission. D'accord. Et donc, moi, ça me tenait à cœur que l'étudiant en question, il fait ce travail-là, c'est un travail qui soit rémunéré à minima pour le faire. Oui. C'est une rémunération qui est faible, hein. On ne parle pas d'un salaire à temps plein, mais c'est juste c'est montrer aussi qu'il est possible de s'entraider par ça et d'aider un étudiant qui peut être dans le besoin. Carrément. Voilà. Ouais, c'est double gagnant, quoi. Oui, Exactement. Oui, ça fait Ouais. gagnant-gagnant. Là-dessus, j'avais une question, moi. Tu parlais un peu de ton rapport avec le corps enseignant. Ouais. Tu t'as dit que tu avais fait en sorte de pouvoir bien t'entourer aussi. Ouais. Comment ça se passait justement, ces relations que tu avais dans les études, avec les amis que tu pouvais te faire, avec les professeurs, Comment ça se passait tout ça? Ça se passait... Ça dépend. Je pense que ma perception du handicap a évolué. Aujourd'hui, la Clara d'aujourd'hui, je pense qu'elle aurait plus autant à cœur de faire comme tout le monde et elle trouvera des moyens avec les étudiants pour faire passer des choses, pour s'adapter, etc. Mais si tant est que... Je pense qu'il y a un sujet hyper intéressant, c'est quand on est dans une promo, notre majorité du temps, on le passe avec nos collègues de promo. Et ça, c'est hyper important, juste d'avoir des alliés. Et juste de communiquer ensemble. On n'est pas là pour se faire la compète, on n'est pas là pour avoir les meilleures notes, mais juste on est là pour avoir une formation qui a pour but de nous qualifier et qu'on puisse trouver un emploi en adéquation avec nos valeurs ensuite. Et donc juste s'entraider à cette période de vie-là, ça peut être que bénéfique pour apprendre la différence et donc apprendre des sujets qu'on ne connaît pas. Continuer à s'enrichir sur ces sujets-là autour, soit du handicap, de l'adaptation, de pouvoir élargir un peu son champ des possibles. Et c'est ça qui était un peu dur, c'est que en changeant de promotion, je changeais mes repères. Et donc j'avais pas les mêmes, et je perdais un peu mes bras droits à chaque fois, avec beaucoup de tristesse et de nostalgie. Et donc, en fait, parfois, j'étais assez seule. Je me sentais vraiment isolée, avec un corps enseignant qui constate ces sujets-là, mais du coup, comme j'ai pas forcément le poids de bras droit, même moi, je me sentais peu légitime après de demander des adaptations. Et sincèrement, moi, mon diplôme, je l'ai obtenu grâce à un échange au Québec. Si j'étais pas allée 6 mois au Québec, j'aurais pas eu mon TOEIC. Parce qu'en France, j'ai eu beaucoup de mal à faire valoir mes aménagements d'examen pour le TOEIC. TOEIC est obligatoire pour une école d'Angers. Et en fait, mon administration de l'école était contre que j'aille au Québec. Alors que c'était... La mobilité internationale était obligatoire pour mon diplôme Enfin, voilà. Ils étaient contre parce qu'ils préféraient... ils avaient peur pour moi, je pense. Mais en fait, ils ne s'étaient pas aperçus qu'il y aurait pu avoir des choses un peu mieux, que j'allais m'y retrouver au Québec. Et en l'occurrence, donc, encore une fois, je les ai pas écoutés. J'ai pas écouté... Moi, j'aime bien aussi j'ai un peu mon caractère et je trouve que c'est important. Ça fait partie de l'affirmation de soi. Et donc, je suis partie au Québec, je suis partie 6 mois, et c'était incroyable. La perception du handicap là-bas. Mais en fait, j'avais pu... Les aménagements d'examen, ils étaient mis en place de manière naturelle.
Et en fait, en France, on avait un peu cette vision de « Ah, on va faciliter les choses à Clara, on va créer un favoritisme pour Clara. » Au Québec, pas du tout. C'était Clara a des adaptations, point, c'est acté d'un point de vue médical et c'est acté par sa situation de handicap, c'est vu avec le référent. Il y a ça, tac tac, c'est mis en place, hop, on fait pas de débat, on n'en parle pas, c'est mis en place. Et je trouve que du coup, c'est des moyens qui sont même moindres. Il n'y a pas beaucoup de... Je trouve que parfois, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de moyens. Ça dépend de chaque situation, mais c'est beaucoup de bon sens. Je pense qu'on pourrait résoudre beaucoup de situations avec du bon sens, un peu de bonne volonté, et puis un tout petit peu de courage. Voire plus. Et au niveau de la reconnaissance, tu as ta RQTH, Ouais. reconnaissance des qualités de travailleurs handicapés. Ouais. On entend beaucoup de choses sur cette RQTH. Ouais. Comment, toi, ça s'est passé? Alors là, on retourne un peu dans le monde du travail avec cette RQTH, mais Oui. comment est-ce que tu l'as eu? Est-ce que le chemin était long ou pas, d'ailleurs? Alors, le chemin est toujours long dans ces démarches, je pense. Le RQTH, c'est un sujet intéressant. Je trouve qu'on l'a de manière assez facile. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu écho d'avoir eu à me battre pour l'avoir. Ou en tout cas, beaucoup. Mais ça dépend. Moi, j'ai une situation de handicap qui est acquise de naissance, qui est bien identifiée médicalement. Il n'y a pas eu beaucoup de débats. Par contre, c'est vrai que quand on est dans un processus où on se voit reconnaître sa situation de handicap à un âge fixe, soit pour X raisons, là, ça peut être un peu compliqué parce qu'on se sent un peu démuni face à tout ça. On découvre ce monde et un monde administratif qui est parfois sans fin. Je peux comprendre que ce soit pas évident. Moi, je le vis actuellement pour obtenir l'AH. Donc l'allocation adulte handicapé. Voilà, pardon, l'allocation adulte handicapé. Je viens d'avoir l'accord, sincèrement. Je l'ai eu après 6 mois de bataille. Et vraiment un processus... j'ai eu à me justifier pour des choses... comment expliquer ça? Comment dire? Avec tes mots. Voilà, moi je trouve que c'est une situation où j'ai toujours... Après, je suis quelqu'un de bonne volonté. J'ai testé, j'ai expérimenté. J'ai vu que le monde du travail n'était pas adapté. J'ai fait cette demande d'AH, je trouvais qu'elle était légitime. Et on a un peu remis en question, en tout cas la MDPH a remis un peu en question cette légitimité à l'avoir. C'est l'administration française, elle est comme elle est. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, beaucoup de progrès. Ça, je compte bien aussi en parler, en tout cas avec les personnes que j'ai côtoyées. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas envie de me battre non plus par rapport à ça. C'est discriminant, sincèrement, ça l'est. Et là, du coup, t'es entrepreneuse maintenant? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut le dire ou pas, je ne sais pas. J'ai une idée de projet qui se construit avec le temps, qui se construit parce que c'est pas évident d'identifier des besoins qui sont pas visibles. J'ai quand même envie de reprendre un emploi là temporairement parce que c'est hyper important de préciser que l'AH, c'est pas parce qu'on a l'AH qu'on ne peut pas travailler et qu'on est incapable de travailler. L'AH, c'est aussi un moyen de construire à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire que tu peux avoir un emploi à côté dans la limite d'un plafond à respecter de ce que je sais. Je suis pas encore très experte sur le sujet. Après... mais voilà, en tout cas, moi, je l'ai pour une année de 1 an et demi. Cette année et demie, c'est un moyen que j'ai pour moi de me construire suite à un nouveau diagnostic médical qui me permet de mieux organiser ma vie et ça prend du temps. En fait, l'idée pour moi actuellement, c'est d'être vraiment alignée vers un cheminement de vie où je ne suis pas dans la suradaptation. Parce que je l'ai beaucoup été, notamment en école d'ingénieur. Je me suis clairement brûlée des ailes et je le souhaite à personne. Mais ça prend du temps de trouver son propre chemin, identifier ses besoins. Et c'est quelque part un temps qui est nécessaire pour déconstruire
l'idée de performance au travail aussi, et respecter ses propres limites. Ne pas toujours vouloir aller... Moi, j'étais beaucoup à vouloir... Moi, je courais après un train qui était à pleine vitesse, quoi. Et je courais, mais à chaque fois qu'il ralentissait un peu, j'étais presque à le toucher et il repartait de plus belle. Et donc là, l'idée, c'est de créer mon train avec mon propre rythme. Avec une vitesse respectable. C'est une belle métaphore. Clairement. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Alors éventuellement une dernière question. Je voulais savoir, du coup on en parlait au tout début aussi des discriminations qu'il pouvait y avoir. Je voulais savoir toi ton ressenti. Tu l'as dit donc en école de commerce et différentes, en école d'ingénieur, ce que tu as pu avoir, les relations que tu as pu avoir aussi au sein d'une classe, en entreprise. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu vois un regard différent en fonction de ta situation, comment les gens en fait réagissent? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une grosse distinction? Comment tu perçois ça, toi, de ton côté, de ton point de vue? Ouais. Le regard, c'est un sujet qui est très important. Forcément, moi, je vois que certaines personnes voient mon handicap. Je vois pas de peur, en tout cas pas à Nantes. Je vois que certains notent la différence. Néanmoins, je vois qu'il y a parfois des comportements où on est un peu trop dans la bienveillance, à vouloir faire à ma place et à pas me laisser pouvoir m'exprimer, ou en tout cas parfois on a peut-être du mal à me projeter vers un poste à responsabilité par exemple, le fait d'être très consciente et de certains sujets, d'être intelligente aussi. En plus je suis une femme, ça peut parfois on me fait comprendre que c'est un deuxième handicap, et en plus je suis jeune, alors parfois c'est un troisième handicap. Qui dit mieux? Allez. Mais globalement, je m'en fiche un peu du regard des autres. En fait, je sais ce que je vaux, je me sens légitime là où je suis. Sincèrement, je suis une ancienne phobique sociale. Parce qu'au lycée, j'ai subi du harcèlement scolaire. J'ai traversé des épreuves assez dures. Mais sincèrement, aujourd'hui, je suis épanouie. Parce que j'ai trouvé ce qui me plaît. Et puis en fait... Quand on rayonne, je vois, j'ai une énergie positive et ça donne envie aux gens de me suivre. Et ça, c'est vraiment précieux. Alors après, du coup, il faut apprendre à ces personnes, moi, à exprimer à ces personnes mes difficultés pour qu'elles soient à l'écoute. Et ça se fait petit à petit. Mais le regard, globalement, certes, il y a des... Ah si, j'ai un gros sujet. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. J'ai un vélo, c'est un tricycle couché, donc c'est un vélo 3 roues. C'est un vélo très atypique. Donc le fameux vélo avec lequel t'es parti faire ton tour de Bretagne. Exactement, Porco. Et certaines personnes ont un peu de mal avec Porco. Il est beaucoup regardé parce qu'il est différent, forcément. Il attise les regards, souvent juste de curiosité. Et puis parfois, il y a un peu plus de peur. Parce qu'il est impressionnant, il est un peu plus gros. Et là, récemment, j'ai eu 2-3 avis négatifs, voire carrément de peur de personnes âgées j'ai vu vraiment un jugement. J'étais en train de parquer mon vélo. Et il y a eu ce truc, mais qu'est-ce que vous... Vraiment presque quelque chose de très insultant. Et j'ai regardé la personne... j'ai vu qu'elle continuait à être dans ses plaintes, etc. Mais en fait, j'ai pas répondu. Je me suis dit, Clara, t'es là, t'as ta place. C'est pas à cette personne à remettre en question ta place. Clairement. Certes, elle a peut-être peur, mais elle n'est pas obligée de t'insulter. J'aurais pu aller la voir, aller lui expliquer tout ça. Mais je pense que des fois aussi, il faut savoir se préserver. Ouais. Oui. Et surtout, j'ai pas envie de... J'ai des valeurs, mais je peux pas tout le temps faire respecter mes valeurs. Les suivre à 100%. Exactement. J'ai besoin aussi de moments de répit. Et ce moment-là, ok, je l'ai pris un peu avec violence. Je me suis dit, quand même... Ça met quand même vachement en lumière le handicap invisible, quoi. Ouais, je trouve. Un peu.
Ou la dame, elle a pas dû chercher à comprendre Je pourquoi. pense, ouais. Elle n'a pas cherché à comprendre. Ouais. Je sais que certaines personnes voient ça comme un amusement. Parce que Porco n'est pas représentatif vraiment de l'image du handicap. Mais plus d'une image, j'ai un vélo atypique, je veux montrer que je suis différent. Et il y a un peu ce côté-là, m'as-tu vu, que moi je choisis pas. Oui, bah. Et du coup, je pense qu'il y a ce biais-là qu'elle a pris. Mais bon, voilà, je suis tellement heureuse en fait, en respectant mes valeurs et en faisant du vélo que ça contrecarre ces avis négatifs-là. C'est clair. Et forcément, notre cerveau va parfois s'intéresser plus à les avis négatifs qu'on peut avoir qu'aux positifs. Il faut toujours rappeler à notre cerveau, mais regarde ce qu'il y a de positif dans ta vie, regarde ce que tu as acquis, ton parcours. Et le positif attire le positif. Exactement. Ça peut paraître un peu niais de dire ça, mais sincèrement, ça change aussi beaucoup la vie. Carrément. Bah, merci en tout cas de ton témoignage. Avant de terminer, parce que malheureusement, va falloir terminer un jour, est-ce que tu as un message à faire passer, une anecdote que tu voudrais partager ? Truc à la fin, la petite cerise sur le gâteau. Il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Et moi, j'ai une image d'espoir. Je suis jeune, j'ai envie d'évoluer vers un monde plus juste pour tout le monde à tous les niveaux. C'est beau. Super. Du coup, merci Clara pour ce beau témoignage et pour le temps que tu nous as accordé. Malheureusement, il est temps pour nous de nous quitter. C'est que pour mieux nous retrouver dans les sensibilisations ou lors du challenge. Merci encore à l'école de design de Nantes qui nous a prêté ses locaux. Et donc Clara, je te laisse le mot de la fin afin de faire ton instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes aventures ? Et aujourd'hui, on peut me retrouver essentiellement sur Instagram, sur Clara la fourmi. Et parce que le nom du projet que je porte s'appelle les fourmis éclaireuses. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup Clara. Et on va te suivre avec grand plaisir. Et on te suit déjà même. Merci à vous.